Mon mari a pris l'avion pour me remplacer auprès de sa maîtresse. J'ai atterri en premier, j'ai tout pris. Je restais figé sur la piste d'atterrissage trempé par la pluie, le vent s'engouffrant dans mon mince manteau, tandis que le jet privé rugissait dans le ciel, emportant mon mari et la femme en robe rouge assise à côté de lui. Le hurlement du moteur déchira l'air, mais je pouvais encore entendre leur rire résonner comme une gifle sur mon visage. Nathan m'avait dit un jour que j'étais trop émotive pour diriger l'entreprise que mon père avait bâtie, et maintenant il qualifiait cela de voyage d'affaires obligatoire à Singapour et me laissait tremper jusqu'aux os sur cette même piste où mon père m'emmenait autrefois voir les avions quand j'étais petite fille. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas couru vers le jet comme une femme désespérée dans un film. Je les ai simplement regardés, deux personnes certaines que je m'effondrerais. Nathan m'a regardé à travers la vitre, son regard passant sur moi comme si j'étais une simple passagère égarée. Alors que le jet décollait du sol, j'ai lentement glissé la main dans la poche de mon manteau pour prendre mon téléphone. Mes doigts ne tremblaient pas, même s'ils étaient engourdis par le froid. J'ai ouvert l'application et tapé clairement, un mot à la fois. Réserver un charter pour Singapour. Le plus tôt possible. D'Arte. Cela n'a pas commencé aujourd'hui, pas quand il est monté dans l'avion avec cette femme, Madison. Cela a commencé il y a des mois, quand j'ai cédé une partie de l'entreprise à l'homme que je croyais être mon partenaire de vie. J'ai levé les yeux vers le ciel où le jet avait disparu dans d'épais nuages gris. La pluie me giflait le visage, glaciale et cinglante. Mes talons s'enfonçaient dans les flaques d'eau. Mes cheveux collaient à ma nuque, mais je me tenais droite au milieu du vent hurlant et du tonnerre fracassant. Pas d'assistant à mes côtés, pas d'amis, pas de famille, juste moi, une épouse trahie regardant l'entreprise dont j'avais hérité m'échapper. Derrière moi, la porte du terminal privé s'est ouverte, un employé en épais manteau s'est précipité avec un parapluie a murmuré, « Mademoiselle Scarlett, la tempête s'intensifie. Veuillez rentrer à l'intérieur. » Je l'ai fixé pendant quelques secondes, puis j'ai hoché la tête, mais avant de me retourner, j'ai appuyé sur envoyer pour la demande de charter. Un léger ding l'a confirmé. Je me suis permis un petit sourire parce que la vraie partie venait de commencer. À l'intérieur du salon, l'air chaud du chauffage a dégelé mes mains glacées. Je me suis assise et j'ai sorti un petit carnet en cuir de mon sac, la seule chose que j'avais gardée des affaires de mon père. Dedans, j'avais planifié chaque étape, si Nathan me trahissait un jour, s'il y avait des signes d'une prise de contrôle, si des actifs commençaient à disparaître, ce que je ferais. Chaque scénario avait été écrit. Je ne pensais simplement pas que j'aurais besoin de l'utiliser maintenant, au milieu d'une tempête. Au moment où il est parti sans se retourner, j'ai débouché mon stylo et ajouté une dernière ligne, cet avion appartenait à mon père, et aujourd'hui il l'a utilisé pour piétiner son héritage. J'ai fixé les mots un instant, puis j'ai fermé le carnet. Je ne volais pas vers Singapour pour sauver un mariage. J'y volais pour récupérer ce qui m'appartenait. Et s'ils pensaient que tout pouvait se terminer par un signe de la main depuis le hublot d'un jet, ils oubliaient à qui ils avaient affaire. Il y a 6 mois, je tenais la main de mon père à l'unité de soins intensifs, où des lumières blanches bourdonnaient au-dessus de nos têtes, ces mêmes mains qui avaient bâti Eastwood Noodle à partir d'une minuscule boutique de fortune à Sacramento pour en faire un empire de la restauration sur la côte ouest, maintenant pâle et froide dans les miennes. Ses lèvres bougeaient, mais je ne pouvais pas distinguer les mots. Puis le moniteur est devenu plat avec un son que je n'oublierai jamais. À 35 ans, je suis devenue l'unique héritière. Ma mère était décédée quand j'avais 10 ans, et maintenant la dernière personne qui avait toujours cru en moi, celle qui m'appelait chef et leader par nature, était partie comme une brise s'échappant par les fentes. Les funérailles ont eu lieu sous un ciel d'automne gris. J'avais à peine la force de pleurer. Tout s'est passé dans un brouillard, et à travers tout cela, Nathan, mon mari, se tenait à mes côtés, me tenait les épaules, prenait chaque appel et répondait à chaque question de la presse. Tu n'as besoin de t'inquiéter de rien, me chuchotait-il chaque nuit alors que je m'effondrais contre sa poitrine à l'hôtel en face de l'hôpital. Je m'occupe de tout. Repose-toi simplement. Je l'ai cru. Nous étions mariés depuis presque 8 ans. Il était la seule personne à mes côtés quand j'ai perdu le monde. Une semaine après les funérailles, l'avocate de mon père, Z. Sylvia Marsh, est venue me voir. Calme, ferme, chaque mot de sa part ressemblait à un verdict. Scarlett, votre père vous a laissé toutes ces parts d'Eastwood Noodle. À personne d'autre. Pas même à Nathan, a-t-elle dit en me tendant le testament. Je le savais déjà. Mon père avait toujours dit, une entreprise familiale a besoin d'un gardien de la flamme, pas d'un chasseur de pouvoir. Ce qui a suivi fut le chaos.
Je me suis jeté à corps perdu dans la gestion de la chaîne de restaurants, audit des finances, renégociation des contrats d'approvisionnement, inspection de la qualité des ingrédients, restructuration du personnel que mon père avait à peine réussi à gérer avant de tomber malade. Nathan est resté proche, jamais exigeant, me préparant parfois du café à minuit, suggérant des moyens de réduire les coûts, ou offrant doucement de quitter son cabinet comptable pour aider à plein temps. À l'époque, je pensais avoir de la chance d'avoir un partenaire désintéressé par le pouvoir. Jusqu'au 40e anniversaire de Nathan, j'ai passé une semaine à planifier un dîner privé dans le même restaurant où mon père avait autrefois célébré notre 10e franchise. J'ai apporté le vin préféré de Nathan, lui ai offert une montre vintage d'Europe, mais le vrai cadeau était à l'intérieur d'une enveloppe en cuir signée personnellement par moi, 25% des parts de l'entreprise. Pas tout, mais assez pour faire de lui la deuxième voix la plus puissante chez Eastwood. Tu étais là quand j'étais au plus bas, ai-je dit en lui tendant l'enveloppe. Papa n'aurait jamais imaginé que je cède cela à quiconque, mais j'ai confiance en toi. Nathan m'a regardé pendant un long moment, puis a souri chaleureusement, sincèrement, et m'a serré fort dans ses bras, comme s'il venait de recevoir le cadeau de sa vie. Je croyais avoir fait ce qu'il fallait, comme une épouse reconnaissante partageant son fardeau. Quelques jours plus tard, Sylvia a rappelé. Scarlett, dit-elle doucement, je comprends ce que vous ressentez, mais souvenez-vous de ceci, une fois que vous cédez du pouvoir, il est rarement facile de le reprendre. Je pensais qu'elle était trop prudente. Nathan ne me trahirait jamais. Pas l'homme qui m'avait soutenu dans mon deuil. Pas celui qui était resté éveillé pendant des nuits blanches et avait mis sa propre carrière en pause pour être avec moi. Mais 3 mois plus tard, j'ai commencé à remarquer que je n'étais plus mis en copie des rapports financiers. Certains courriels disparaissaient. De nouveaux contrats étaient signés à mon insu, et Vanessa, la nouvelle directrice marketing, est apparue de nulle part. Je me suis dit que j'étais juste paranoïaque, que l'entreprise se développait et avait naturellement besoin de plus de personnes impliquées, jusqu'à ce jour où j'ai vu Nathan et Vanessa marcher côte à côte depuis le parking du bureau, riant doucement, les yeux rivés l'un sur l'autre comme si le reste du monde avait disparu. Je n'ai pas posé de questions. Je suis simplement rentré chez moi, j'ai ouvert le coffre-fort et j'ai sorti l'accord de transfert. Elle l'a déplié. Ma signature, mon écriture, sous les mots « offert en toute confiance ». Et à ce moment-là, j'ai compris, j'avais placé tout mon héritage, ma carrière et mon cœur entre les mains de quelqu'un qui se préparait à tout utiliser pour me détruire. À peine 3 semaines après avoir cédé à Nathan 25% des parts, l'entreprise a commencé à changer subtilement mais indéniablement, comme l'eau modifiant tranquillement son cours sous une mince couche de glace. Il a commencé à se montrer davantage au siège de Fremont, d'abord pour assister Scarlett avec la comptabilité interne, puis pour rejoindre les réunions stratégiques pour mieux comprendre. Et assez vite, les gens l'appelaient copropriétaire. Cette étiquette n'avait jamais été utilisée auparavant, mais maintenant elle résonnait dans les couloirs, les salles de réunion, même dans les courriels internes. Il a une vraie énergie de leader, m'a dit quelqu'un de la finance pendant le déjeuner. Nathan rend juste les choses plus claires. J'ai souri faiblement, mais je ne pouvais pas être tranquille. Nathan ne faisait jamais les choses à moitié. Il n'était jamais là juste pour accompagner. Et maintenant, il ne se tenait plus à côté de moi, il était à mes côtés, parfois même légèrement devant. Puis vint la réunion trimestrielle. Je suis entré, et quelqu'un était déjà assis à la chaise en bout de table. C'était Nathan. Oh, je testais juste le système de projection, dit-il nonchalamment, mais quelques chefs de département s'étaient déjà tournés vers lui, attendant. Peu après, Nathan a suggéré de restructurer notre équipe de communication et de marketing. Il a dit, nous avons besoin d'esprits plus jeunes, plus agiles, qui comprennent le marché numérique au lieu de s'accrocher à la tradition. Quelques jours plus tard, Vanessa Powell, la femme de Denver sans lien antérieur avec Eastwood, a été présentée comme la directrice marketing par intérim. Nous avons travaillé ensemble sur un projet passé, a dit Nathan, sa main reposant légèrement sur son épaule. Vanessa peut apporter un vent de fraîcheur à la marque Eastwood. Je me souviens encore de ce sentiment, pas de la jalousie, de l'instinct. Quelque chose là-dedans semblait trop lisse, trop facile. Vanessa était jeune, vive, une oratrice accomplie, et elle savait comment capter l'attention. Lors de sa première réunion, elle a proposé une refonte complète de la marque, nouveau slogan, nouveau logo, et une proposition de couper les fonds pour les campagnes au ton nostalgique. La marque doit sortir de l'ombre du fondateur, a-t-elle déclaré. La nouvelle génération ne sait pas qui était Monsieur Eastwood.
Il se soucie de la vitesse, de la commodité, de l'énergie. Je n'ai rien dit, mais ma poitrine avait l'impression d'être ouverte en deux. Mon père disait autrefois, un bon bol de pH raconte l'histoire de son créateur. Maintenant, son nom était effacé de chaque tableau de planification comme une tâche gênante. Après la réunion, j'ai essayé de parler à Nathan en privé. Je ne suis pas contre le changement, lui ai-je dit, mais les choses vont trop vite, et mon père n'est même pas parti depuis si longtemps. Nathan s'est assis, son expresso me regardant comme un président-directeur général pourrait s'adresser à un employé manquant de vision. Scarlett, tu dois apprendre à lâcher prise, dit-il doucement mais fermement. Ne laisse pas les émotions ralentir le progrès. Tu as bien fait, vraiment, mais il est temps maintenant d'adopter un nouvel état d'esprit. Je n'ai pas dit un mot, craignant que si j'ouvrais la bouche, je ne perde le contrôle. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai réalisé autre chose, les décisions financières étaient prises plus rapidement. Les budgets étaient réaffectés sans nécessiter ma signature. Nathan avait convaincu l'équipe financière de lui donner accès au système pour gérer les affaires urgentes. Un soir, je suis retourné au bureau vers 21h pour récupérer des dossiers oubliés. En cherchant, je suis tombé sur un PowerPoint encore ouvert sur l'ordinateur portable de Nathan. La dernière diapositive indiquait « Eastwood 2.0, changer pour dominer le marché régional ». Mon nom n'était mentionné nulle part. En sortant de son bureau, j'ai entendu des rires provenant de la pièce d'angle adjacente où Vanessa travaillait souvent tard. Sa voix murmura quelque chose de doux, suivi de la réponse de Nathan, « Tu es la pièce dont j'avais besoin pour que tout soit parfait ». J'ai accéléré le pas, craignant que si je m'arrêtais, je ne m'effondre. Après cette nuit-là, j'ai cessé de lui apporter le petit déjeuner. J'ai cessé de vérifier les courriels toutes les heures. Au lieu de cela, j'ai commencé à sauvegarder des fichiers, à marquer des contrats et à créer discrètement un compte de messagerie personnelle en dehors du réseau de l'entreprise. Je ne savais pas quand j'en aurais besoin, mais je savais que ce n'était plus une question de changement. C'était une prise de contrôle, et je n'allais pas rester les bras croisés pendant que l'héritage de mon père se transformait en la vision PowerPoint de quelqu'un d'autre. Cette même semaine, Nathan m'a dit qu'il serait à Chicago pendant 3 jours, pour assister à une conférence de l'industrie alimentaire avec l'équipe de Westfield Partners. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter, Vanessa superviserait la nouvelle campagne pendant son absence. J'ai souri comme une bonne épouse, mais alors que la porte se fermait derrière lui, quelque chose de lourd s'est installé dans mon ventre, une sorte de certitude que je ne pouvais pas encore nommer. Le lendemain soir, en cherchant un ancien contrat dans le tiroir de Nathan, j'ai accidentellement trouvé une pile de documents imprimés, un reçu d'hôtel, Grand Cedar, Palm Springs, pas Chicago. 4 nuits réservées au nom de Nathan Caldwell, et juste en dessous de son nom, en plus petits caractères, invité supplémentaire, Vanessa Powell. Mon corps entier s'est figé. Tout est devenu terriblement clair. Le lendemain soir, Nathan est rentré, portant un sac de souvenirs et quelques paquets de grains de café torréfiés à la main de Chicago. J'étais assise sur le canapé avec la facture d'hôtel posée devant lui. J'ai demandé, alors, qu'est-ce que Palm Springs a de mieux qu'une conférence à? Il a regardé la facture, puis moi, une lueur de choc suivie d'un profond soupir, sa main passant sur son front comme un homme pris la main dans le sac, pesant encore son évasion. Scarlett, je n'essayais pas de cacher ça. Ce n'est pas ce que tu penses, dit-il, essayant de garder sa voix stable. Je suis restée silencieuse. C'était juste une fois. Vanessa et moi, nous y sommes allés ensemble parce que Westfield l'organisait. Ils ont réservé une chambre double, probablement par commodité. J'avais trop bu, et je suis désolé. Je le suis vraiment. Il a tendu la main vers la mienne, disant que c'était fini. J'ai retiré ma main. Je l'ai juste regardé pendant un long moment, puis je me suis levé, j'ai pris une fine couverture et j'ai dormi sur le canapé dans le bureau de mon père. À partir de cette nuit-là, j'ai vécu 2 vies parallèles. Le jour, j'étais toujours Scarlett Caldwell, propriétaire d'Eastwood Noodle, l'épouse calme et posée dirigeant les réunions du conseil d'administration. La nuit, je devenais Scarlett Eastwood, la fille de l'homme qui avait bâti cet empire à partir de rien, et je me suis juré de ne laisser personne en faire le trophée de quelqu'un d'autre. J'ai engagé un spécialiste en informatique anonyme via une plateforme sécurisée pour m'aider à accéder et à surveiller l'activité financière récente. Tout semblait légitime jusqu'à ce qu'un nom de société apparaisse constamment, Iron Tree Holdings, BIZ. Le premier virement était de $15 000. 2 semaines plus tard, il était de $60 000. Un mois plus tard, $120 000.
J'ai examiné les fiches d'allocation budgétaire. Ces entrées étaient libellées, coûts de développement de la marque régionale, mais il n'y avait pas de nouvelles succursales, pas de campagne lancée à Bise ou à proximité. Les dossiers étaient vierges. J'ai appelé Sylvia Marsh, l'avocate de mon père, et lui ai tout expliqué lors d'une réunion secrète à son bureau d'Auckland. Elle est restée silencieuse pendant 10 minutes après avoir examiné les documents. Cela ressemble à un transfert d'actifs, offshore, Scarlett. Méticuleusement planifié. Vous devez être prudente, dit-elle, la voix lourde. Si vous poussez trop tôt, il effacera la piste. Mais si vous attendez trop longtemps, vous pourriez tout perdre. J'ai commencé à sauvegarder des documents, à prendre des photos de courriels, à faire des copies d'anciens contrats. J'ai retrouvé l'accès aux caméras du bureau en utilisant le compte administrateur de mon père. Des séquences de Nathan quittant tard le soir le bureau de Vanessa, les deux utilisant des véhicules de société pour de soi-disant voyages d'études de marché, ont commencé à s'accumuler sur mon disque dur externe. Plus de doute. C'étaient des preuves. Et une nuit, assise devant l'écran, réécoutant un clip audio de Nathan parlant à un autre homme, elle me fait toujours confiance. Une fois que j'aurai le contrôle majoritaire, le divorce sera propre et rapide, je n'ai pas pleuré. Je n'étais pas en colère non plus. J'ai juste écrit une ligne dans le vieux journal de mon père, s'il prévoit de me dépouiller de mon pouvoir dans l'ombre, alors je l'affronterai en pleine lumière. Jeudi soir, Nathan est rentré plus tôt que d'habitude, l'air inhabituellement joyeux. Il a posé un billet d'avion sur la table de la salle à manger et m'a embrassé sur le front, un geste depuis longtemps dénué de sens. La semaine prochaine, Eastwood a été invité à la conférence internationale de l'alimentation à Singapour. J'ai pensé que nous pourrions y aller ensemble. Tu as besoin de cette pause, et j'ai quelques réunions stratégiques. J'ai regardé le billet avec nos deux noms imprimés dessus, départ de l'aéroport privé de San José. J'ai de la société. Mise en scène pratique pour une prise de contrôle. Ça a l'air génial, ai-je répondu avec un sourire plat, bien que plutôt soudain, n'est-ce pas? Les opportunités n'attendent pas, a cligné Nathan de l'œil. Et ce sera plus simple si tu signes quelques formulaires d'autorisation temporaire pour que les choses puissent avancer rapidement pendant que nous serons en vol. Juste des formalités. J'ai hoché la tête, mon cœur battant lentement mais régulièrement, comme un compte à rebours. Je savais que c'était le moment où il prévoyait de finaliser la prise de pouvoir, et je n'allais pas le laisser être le seul à avoir un plan. Cette nuit-là, pendant que Nathan dormait profondément, j'ai attrapé mon téléphone et appelé Vivian Tran, une avocate financière que je connaissais depuis l'université, travaillant maintenant dans un cabinet d'avocats indépendants à Los Angeles. Scarlett? La voix de Vivian était vive, même s'il était plus de 22 heures. Que se passe-t-il? J'ai besoin que quelqu'un examine d'urgence une série de transactions offshore, des contrats d'autorisation, et un mouvement de fusion suspect qui ressemble à une fraude aux actionnaires. Je suis manipulé de l'intérieur. 3 secondes de silence. Puis elle a dit fermement, envoie tout à mon courriel personnel. Je prends l'avion pour la baie dès demain matin. Ne signe rien avant que j'arrive. Au cours des 3 jours suivants, j'ai rassemblé des documents comme quelqu'un se préparant pour un procès, journaux de transfert, historique d'accès au système, copies de contrats de partenariat et courriels internes de Nathan à Vanessa qui avait abandonné toute prétention. À l'intérieur d'un dossier intitulé « Phase 3, proposition de nouvelles structures », j'ai trouvé un projet d'accord de fusion avec Sebrit Venture, un conglomérat malaisien. En bas, une clause ressortait, demande de démission de Scarlett Caldwell avec conditions de confidentialité. Le plan était limpide, il voulait que je m'envole pour Singapour pour faire une présentation, puis me presser de signer une lettre de démission sous couvert d'un accord mutuel pour préserver l'image de marque, et au moment où je reviendrais, tout serait finalisé. Mardi matin, j'ai rencontré Vivian dans un petit café près de Palo Alto. Elle avait parcouru tous les documents pendant son vol. Scarlett, ce que vous détenez n'est pas seulement la preuve d'une faute professionnelle interne. C'est un schéma d'abus de pouvoir et de transfert délibéré d'actifs. Et s'il prévoit vraiment de vous faire signer une démission pendant que vous êtes à l'étranger, c'est une fraude administrative. J'ai resserré ma prise autour de la tasse de café chaude. Je ne suis pas ici pour les raisonner. Je veux bloquer leurs mains sur papier. Vivian a ouvert sa mallette et a posé 3 documents sur la table, une requête d'urgence pour suspendre tous les transferts d'actions, une motion pour bloquer tout accord de fusion sans la signature des 2 cofondateurs, et une demande formelle d'audit indépendant de tous les comptes financiers ouverts au cours des 12 derniers mois. Tout est prêt, a-t-elle dit,
mais cela doit être déposé avant que votre avion ne décolle. Je peux le soumettre d'ici, mais il est préférable de l'envoyer depuis l'adresse d'un notaire neutre. Et, Scarlett, elle marqua une pause, les yeux fixés sur les miens, si vous êtes prête à vous battre, préparez-vous à ne jamais regarder en arrière. J'ai souri. Je ne m'étais jamais sentie aussi certaine de ma vie. Je ne regarde pas en arrière, Vivien. Ce soir-là, je suis rentré chez moi, j'ai quand même dîné avec Nathan, j'ai quand même écouté ses éloges sur l'équipe de direction de ce Brit, j'ai même souri faiblement quand il a évoqué leur plan de formalisation du contrôle exécutif pendant la phase post-fusion. Mais après avoir quitté la salle à manger, j'ai envoyé un texto à Vivien, soumettez tout. Utilisez mon nom. Demandez que toutes les réponses soient envoyées à mon courriel privé. J'apporterai des copies imprimées à Singapour. Cette nuit-là, j'ai tout imprimé, copies de contrats, virements bancaires, courriels internes, capture d'écran des discussions de Nathan avec Vanessa, journaux de transfert d'actifs, et même une photo que j'avais secrètement prise de leur nouvel organigramme de pouvoir avec mon nom barré en rouge. Je les ai placés soigneusement dans un dossier noir, bien scellé, et les glissés dans mon sac à main. Pas de stockage en nuage, pas de transmission par courriel. Mercredi matin, j'ai lacé mes chaussures et porté le même tailleur que mon père m'avait acheté lorsque je suis officiellement devenue directrice des opérations à 30 ans. Nathan attendait près de la voiture, arborant le genre de sourire que les gens réservent aux demandes en mariage surprise. Ce matin-là, le ciel au-dessus de San José était couvert, la brume flottant bas sur la route menant à l'aéroport privé au sud de la ville. La voiture noire, conduite par l'assistant de Nathan, s'est arrêtée devant le terminal VIP. Nathan m'a poliment ouvert la portière et m'a doucement pris la main comme un parfait gentleman. « Vas-y », dit-il en jetant un coup d'œil à son téléphone. « Je dois passer un appel rapide à nos contacts chez ce Brit. » J'ai roulé ma valise et marché lentement dans le salon privé, mes talons résonnant régulièrement contre le sol en pierre polie comme le tic-tac d'une horloge. Dans mon sac, les documents que j'avais préparés au cours de la semaine dernière étaient rangés, ainsi que les requêtes légales que Vivien avait envoyées la nuit précédente. Juste au moment où j'atteignais le comptoir d'enregistrement, j'ai entendu le moteur d'une deuxième voiture derrière moi. L'instinct m'a fait me retourner, et la vue m'a glacé, Vanessa. Elle est sortie d'une berline argentée dans une combinaison pantalon rouge foncé, les cheveux soigneusement attachés en arrière, tirant un petit sac de voyage élégant. Sans honte, sans dissimulation. Elle s'est dirigée directement vers Nathan, qui était sorti de ma voiture moins de 3 minutes auparavant, et a dit quelque chose qui les a fait rire tous les deux. Côte à côte, ils se sont dirigés vers le jet garé sur le tarmac. Je suis resté immobile, les observant à travers la vitre, sans ciller. Cela ne m'a pas surprise, cela ne faisait que prouver ce que je savais déjà. Nathan ne se cachait plus. Ce n'était pas seulement un voyage d'affaires, c'était sa manœuvre pour me remplacer dans l'entreprise et dans sa vie. Je suis sorti du salon, serrant fort mon sac à main, le vent froid balayant mes épaules. Lorsque j'étais à environ 10 pas de l'avion, Nathan s'est retourné et m'a remarqué approcher, un léger froncement de sourcils se formant. « Scarlett, dit-il, surpris. Tu n'embarques pas encore ?» Je n'ai pas répondu. Mes yeux sont restés fixés sur Vanessa, qui faisait maintenant semblant de vérifier son passeport. « Elle vient aussi ?» ai-je demandé, ma voix stable et tranchante. Nathan n'a pas nié. Il a soupiré. Vanessa présente la stratégie marketing à la conférence. Sa présence a été demandée par nos partenaires. Ce n'est rien de personnel. J'ai laissé échapper un mince sourire. Le vent soufflait plus fort, projetant mes cheveux derrière moi. En rouge, avec un sac de couchage, à bord d'un jet privé. Sacrée réunion professionnelle, hein. Vanessa recula d'un demi-pas, essayant de garder son sang-froid. Nathan s'est approché, baissant la voix. Tu en fais toute une histoire. Nous discuterons travail plus tard. Ne fais pas de scène devant nos partenaires. J'ai reculé d'un pas. À ce moment-là, mon téléphone a vibré dans mon sac, un texto de Vivien. Le tribunal a accordé l'injonction. Les documents officiels arriveront dans votre boîte de réception à 8 heures, heure de Singapour. J'ai rangé mon téléphone, les yeux toujours fixés sur Nathan. Je ne monte pas dans cet avion. Nathan a haussé un sourcil, clairement décontenancé. Peut-être s'attendait-il à des larmes ou au moins à une supplique désespérée, mais non. Je me suis retourné et suis retourné au salon. Le jet a décollé peu de temps après. Je me tenais derrière la grande baille vitrée, regardant le feu rouge clignotant à l'arrière disparaître dans les nuages gris.
Le plan était limpide, il voulait que je m'envole pour Singapour pour faire une présentation, puis me presser de signer une lettre de démission sous couvert d'un accord mutuel pour préserver l'image de marque, et au moment où je reviendrais, tout serait fait. Mardi matin, j'ai rencontré Vivien dans un petit café près de Palo Alto. Elle avait parcouru tous les documents pendant son vol. Scarlett, ce que vous détenez n'est pas seulement une faute professionnelle interne. C'est un abus de pouvoir structuré, un transfert délibéré d'actifs, et s'ils essaient vraiment de forcer votre démission à l'étranger, c'est une fraude administrative. J'ai resserré ma prise sur la tasse de café chaude. Je ne les arrête pas avec des mots. Je veux les bloquer sur papier. Vivien a ouvert sa mallette et a posé 3 formulaires sur la table, une demande d'urgence pour suspendre tous les transferts d'actions, une ordonnance du tribunal empêchant toute signature de fusion sans les signatures des 2 partenaires fondateurs, et une motion pour un audit financier indépendant sur tous les comptes ouverts au cours des 12 derniers mois. Tout est prêt, a-t-elle dit, mais cela doit être déposé avant que votre avion ne décolle. Je peux le soumettre d'ici, mais il vaut mieux utiliser un notaire tiers certifié. Et, Scarlett, elle marqua une pause, me fixant dans les yeux, si vous vous battez, soyez prête à ne pas faire demi-tour. J'ai souri. Je ne m'étais jamais sentie aussi certaine. Je ne fais pas demi-tour, Vivien. Ce soir-là, j'ai quand même dîné avec Nathan. J'ai quand même écouté ses éloges sur l'impression qu'avait faite le conseil d'administration de ce Brit. J'ai même ri légèrement quand il a évoqué la formalisation de la direction pendant la phase post-fusion. Mais dès que je suis sorti de la salle à manger, j'ai envoyé un texto à Vivien, déposez tout. Utilisez mon nom et demandez que toutes les réponses soient envoyées à mon courriel privé. J'apporterai les copies imprimées à Singapour en main propre. Cette nuit-là, j'ai tout imprimé, copies de contrats, relevés de transfert, courriels internes, capture d'écran des messages de Nathan et Vanessa, instructions d'actifs, et une photo prise secrètement d'un nouvel organigramme de pouvoir avec mon nom barré en rouge. Je les ai soigneusement emballés dans un dossier noir, les scellés, et les glisser dans mon bagage à main. Pas de courriel, pas de téléchargement sur le nuage. Mercredi matin, j'ai enfilé le tailleur que mon père m'avait offert lorsque je suis devenue directrice des opérations à 30 ans. Nathan attendait près de la voiture, rayonnant comme s'il s'apprêtait à m'emmener en lune de miel. Le ciel au-dessus de San José était gris, la brume s'enroulant le long de la route menant à l'aéroport privé au sud de la ville. La voiture noire, conduite par l'assistant de Nathan, s'est arrêtée au terminal VIP. Nathan a poliment ouvert la portière, me tenant doucement la main comme un gentleman accompli. Entrez la première, dit-il en jetant un coup d'œil à son téléphone. Je dois passer un appel rapide à ce Brit. J'ai roulé ma valise lentement dans le salon privé, mes talons résonnant régulièrement contre le sol en marbre comme un compte à rebours. À l'intérieur de mon sac en bandoulière, les documents que j'avais passé une semaine à préparer reposaient tranquillement à côté d'une copie fraîche des ordonnances judiciaires que Vivien avait envoyées la nuit précédente. Juste au moment où j'atteignais le comptoir d'enregistrement, j'ai entendu un deuxième moteur s'arrêter derrière moi. Quelque chose m'a dit de me retourner, et ce que j'ai vu a tout fait taire en moi, Vanessa. Elle est sortie d'une berline argentée dans une combinaison pantalon rouge foncé, les cheveux soigneusement attachés, tirant une petite valise chic. Sans honte, sans secret. Elle s'est dirigée droit vers Nathan, qui venait de sortir de ma voiture quelques minutes plus tôt, et a dit quelque chose qui les a fait éclater de rire tous les deux. Vanessa a marché à côté de Nathan vers le jet qui tournait au ralenti sur le tarmac. Je suis resté derrière la vitre, les observant sans ciller. Ce n'était pas un choc, c'était une confirmation. Nathan ne se cachait plus. Ce voyage n'était pas seulement un événement professionnel, c'était le début de mon remplacement chez Eastwood et dans sa vie. Je suis sorti du salon, agrippant mon sac, sanglé serré. Un vent froid m'a balayé les épaules. À environ 10 pas de l'avion, Nathan s'est retourné, fronçant légèrement les sourcils en me voyant. « Scarlett, dit-il, surpris. Tu n'es pas encore à bord ?» Je n'ai pas répondu. Mes yeux étaient rivés sur Vanessa, qui faisait semblant de vérifier son passeport. « Elle vient avec nous ?» Ma voix était stable, froide. Nathan n'a pas nié. Il a soupiré. Vanessa présente la stratégie marketing au sommet. Ce Brit a demandé sa présence. Ce n'est rien de personnel. J'ai laissé échapper un rire sec. Le vent s'est renforcé, projetant mes cheveux derrière moi. En rouge, portant un sac de couchage, volant en jet privé. Sacré sommet professionnel. Vanessa recula légèrement, essayant de rester calme.
Nathan s'est approché, chuchotant, tu surréagis. Nous parlerons affaires plus tard. Ne fais pas de scène devant les partenaires. J'ai reculé d'un pas. À ce moment-là, mon téléphone a vibré, un message de Vivien. Le tribunal a approuvé l'ordonnance de gel. Les documents officiels arriveront sur votre courriel personnel d'ici 8 heures, heure de Singapour. J'ai rangé le téléphone, les yeux fixés sur Nathan. Je ne monte pas dans cet avion. Nathan haussa un sourcil, momentanément désorienté. Peut-être s'attendait-il à ce que je pleure, ou que je supplie, ou que je demande une explication pathétique, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis retourné et suis retourné dans le terminal. Le jet a décollé peu après. Je me tenais derrière la vitre, regardant le feu arrière rouge clignoter alors qu'il disparaissait dans les nuages. Le conseil d'administration vient de voter à l'unanimité pour vous restituer votre pleine autorité exécutive. Les parts de Nathan ont été traitées conformément à l'accord de divorce. Vous êtes désormais l'unique signataire pour tous les contrats stratégiques, à compter de cette semaine, ajouta Rita, baissant la voix comme pour partager un petit secret. La cuisine d'essai en bas est terminée. Voudriez-vous y jeter un coup d'œil? J'ai souri. La cuisine d'essai de mon père était l'endroit où il passait des heures chaque semaine, cuisinant, prenant des notes, puis cuisinant à nouveau. Quand j'étais petite, je m'asseyais au comptoir en acier inoxydable, les jambes ballantes, le regardant manier une poêle comme s'il composait un poème avec du bouillon et des échalotes frites. Maintenant, je me tenais dans cette même pièce à côté d'une rangée de placards neufs, de cuisinières industrielles et d'un éclairage blanc doux sur les plans de travail. Mais une chose restait, le vieux carnet de recettes avec sa couverture en cuir marron usé et ses bords effilochés. J'ai ouvert la page marquée en rouge sa recette originale de sauce gingembre ail, celle qui remplissait son premier restaurant chaque week-end. J'ai lu lentement chaque ligne de l'écriture de mon père, 3 gousses d'ail, une jeune racine de gingembre, sauce soja, ne pas utiliser de marques embouteillées de grande consommation. J'ai rassemblé les ingrédients et suivi chaque étape à la main, mais à la fin, j'ai ajouté une touche de piment fermenté, quelque chose que j'avais découvert lors d'un voyage d'affaires à Séoul l'année dernière. La chaleur audacieuse du gingembre, le piquant de l'ail et la douceur subtile de la fermentation ont comme un message transmis entre 2 générations. Rita a pris la première cuillerée et a plissé le nez en réfléchissant, puis a éclaté de rire. Ça a un goût familier mais nouveau. Totalement addictif. J'ai regardé la marmite qui mijotait doucement sur le feu. Nous relançons la gamme d'épices signature, mais sous une nouvelle étiquette, ancrée dans la tradition, adaptée à la prochaine génération. Rita a hoché la tête. Quel est le nom? J'ai regardé à travers la vitre dépolie. Le ciel était exceptionnellement clair, la lumière du soleil se déversant comme un sirop doré sur le mur. Legacy 2.0, dis-je doucement. Aussi simple que cela. Cette nuit-là, je me tenais seul dans le bureau, les lumières de la ville projetant ma silhouette sur le mur. Sur le bureau, la photo de mon père était toujours là. À côté, il y avait un nouveau cadre, la lettre de démission originale de Nathan, plastifiée, un rappel silencieux que chaque trahison a un coût. J'ai doucement touché la vitre, chuchotant, je n'ai pas pu tout sauver, papa, mais j'ai sauvé ce qui comptait le plus. Derrière moi, le téléphone du bureau a sonné doucement, un son que je n'avais pas entendu depuis mes débuts comme assistante dans l'entreprise. Je l'ai décroché et j'ai parlé clairement, Scarlett Eastwood, présidente directrice générale d'Eastwood Noodle. Comment puis-je vous aider? Et à cet instant précis, j'ai su que je n'étais plus sur la touche. C'est moi qui choisissais la prochaine direction à prendre. L'histoire de Scarlett ne concerne pas seulement la récupération d'une entreprise ou la révélation d'une trahison, c'est un symbole de la force intérieure qu'une femme peut mobiliser lorsqu'elle est poussée à bout. Dans la vraie vie, nous pouvons nous retrouver mis à l'écart par ceux en qui nous avions le plus confiance. Mais comme Scarlett, ce qui importe n'est pas la vengeance, c'est de se relever, de récupérer ce qui nous appartient et de reconstruire sur les ruines plus fortes, plus audacieuses et pleinement nous-mêmes. Que pensez-vous du parcours de Scarlett? Si c'était vous, choisiriez-vous le pardon ou la confrontation? Laissez un commentaire ci-dessous, et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour d'autres histoires puissantes de la vie réelle sur la famille, la confiance et les choix qui définissent.